la place faisait toujours semblant de ne rien savoir. Elle accueillait les cris des marchands et les prières des pèlerins aussi calmement que le vent du matin. Sur le trottoir en pierre, quelqu'un laissait un morceau de pain pour un chien affamé. Un peu plus loin, quelqu'un baissait les yeux, cachant son plateau rempli d'objets interdits, et il semblait que cet ordre était éternel. Mais à cette époque, l'ordre dans cette ville tenait à peine. Les anciennes règles de bienséance craquaient. Les nouvelles n'étaient pas encore nées, et chacun se considérait comme un juge. Je suis heureux de vous voir, et je vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cela m'intéresse vraiment. Je vous souhaite une bonne écoute. Cette année-là, dont on se souviendra plus tard comme l'année des pluies et des disputes, la place se souvenait encore de l'époque où l'on y installait une table pour les anciens et où le scribe exposait au soleil les rouleaux humides. À l'entrée de la place se trouvait la boutique de la veuve Agatha. Elle vendait des bougies, du sel et des herbes et voyait souvent plus qu'elle ne l'aurait souhaité. De l'autre côté se trouvait le bouffon Juan, petit, maigre, avec un chapeau tordu. On le taquinait, mais il répondait par le silence. Parfois, on aurait dit qu'il comptait les fissures sur les dalles et les gardait comme des secrets étrangers. Le scribe Lucas vivait près de la chancellerie et traversait la place le soir, lorsque les marchands rangeaient leurs étals et que les garçons chassaient les corbeaux du clocher. Lucas était de ceux qui aiment l'ordre dans les mots. Il vérifiait les lettres et recopiait les anciens règlements du marché qui stipulaient ce qui était autorisé ou non sur la place. Mais la vie allait plus vite que ces lignes. Les musiciens, les bonimenteurs et les jongleurs envahissaient la place. Les pèlerins commençaient à installer des tables avec leurs offrandes juste devant les marches de l'église. Le bailli Martin râlait, disant que ce n'était pas possible, qu'il fallait revenir à l'ancienne rigueur. Il aimait répéter que la place avait son honneur et qu'elle ne devait pas tolérer l'indécence. Luc notait ces paroles dans un brouillon et doutait. Trop de choses avaient déjà changé et chacun interprétait le mot « indécence » à sa manière. La veuve Agatha avait une assistante, Iva, une adolescente orpheline. Elle savait lire les marques sur les sacs de céréales, ce qui semblait insignifiant, mais c'est ainsi qu'elle avait appris à distinguer les marques, les sceaux et les nœuds étrangers. Agatha disait qu'Iva avait l'œil vif. Personne ne savait que le soir, la jeune fille regardait l'ancienne dalle près de la fontaine, où étaient gravés d'anciens caractères. Elle essayait de les comprendre sans professeur, les comparant aux inscriptions sur les panneaux du temple. Elle aimait que la pierre conserve la mémoire et que cette mémoire ait des limites claires, où l'on peut jouer, où l'on ne peut pas se disputer, où l'on doit se taire. Personne n'y prêtait attention. Iva faisait partie de ceux que l'on n'entend pas. Un jour, tôt le matin, Lucas trouva devant la porte du bureau un panier tressé à col étroit. Une simple corde y était accrochée, nouée comme celle des sacs de sel, mais cette corde était inhabituelle. Un fin fil rouge y était tissé, et une seule personne dans la ville savait le faire, le maître Vicenti, chef de la guilde des tisserands. Lucas le remarqua en passant et mit cette pensée de côté. Il apporta le panier à l'intérieur et le posa près de la table, pensant qu'il s'agissait d'un modèle destiné à recueillir des dons. La veille, les anciens avaient là parlé de la fontaine et de la propreté. À midi, l'adjoint Martin exigea que le panier soit ouvert, affirmant que quelqu'un distribuait des objets obscènes sur la place. Lucas souleva le couvercle et sentit l'air de la pièce s'alourdir. À l'intérieur se trouvaient de petites figurines en argile, grossièrement modelées, avec des détails accentués, et des feuilles avec des rimes où les jurons s'entremêlaient avec les noms de personnes respectées. Martin pâlit. Il déclara que c'était un signe de décadence morale et qu'il fallait organiser une punition exemplaire, sinon la ville sombrerait dans la boue. Lucas détourna le regard, car il ressentait non seulement de la honte, mais aussi l'intention de quelqu'un. Le panier avait été déposé avec soin,
au bon moment et au bon endroit. Le même jour, des contrôles ont commencé sur la place. Martin arrêtait les chanteurs, obligeait les femmes à se couvrir davantage les cheveux, retirait les tambourins des crieurs publics si leurs chansons semblaient trop joyeuses. Les citadins ont supporté cela jusqu'au soir, puis ils se sont révoltés. Les commerçants se plaignaient qu'on leur faisait perdre leur chiffre d'affaires. Les pèlerins se plaignaient qu'on leur criait dessus comme s'ils étaient des impudiques. Les anciens se disputaient. Le bouffon Juan était assis dans l'ombre et ne montrait pas son visage. Il savait que le bruit allait retentir puis s'éteindre et qu'on l'oublierait à nouveau. Iva observait Martin infliger des punitions. Son regard était sévère, mais parfois, une ombre le traversait lorsqu'il contournait la fontaine. La fillette remarqua quelque chose d'étrange. Martin était attiré par l'ancienne plaque gravée, comme par quelque chose de familier. Il se tenait à un demi-pas plus près que nécessaire, et parfois, comme par inadvertance, il touchait le bord de la main. La veuve Agatha avait dit un jour que de tels gestes étaient la caractéristique des personnes ayant une bonne mémoire. Ces paroles étaient restées gravées dans l'esprit d'Iva et l'aidaient à rassembler de petits indices pour former des motifs. 3 jours plus tard, il se produisit ce dont on se souviendra plus tard sur la place comme un moment d'angoisse. Un messager arriva à la boutique d'Agatha avec un sac. Il dit que le sac était destiné à la papeterie, demanda de le transmettre à Luc et de ne pas s'attarder. Iva prit le sac et pendant qu'Agatha était distraite, sentit un froid dans sa main. Le sac ne contenait ni cire ni parchemin. Il contenait du fer et du verre. La jeune fille se souvint du panier, de la corde avec le fil rouge, et ressentit la même intention visqueuse. Elle n'ouvrit pas le sac. Elle le porta dans la cour et le cacha sous un tonneau d'eau. Cela semblait être un geste simple, mais c'est à ce moment précis que Juan apparut, s'assit à côté d'elle et, sans la regarder, répéta la phrase qu'il avait entendue la veille chez les tisserands. Le maître Vincent avait ordonné à ses élèves d'être prêts à crier sur la place, disant que le bruit était nécessaire pour le bien de la guilde. La petite fille lui demanda comment il le savait. Juan répondit sans sourire qu'il se souvenait de toutes les annonces faites dans la ville, même celles qui étaient là prononcées à voix basse. Il dit que les gens le considéraient comme un idiot parce qu'il ne leur répondait pas, mais qu'il gardait simplement ses mots pour les ressortir au moment opportun. Quand le sac fut ouvert dans le bureau, il était trop tard. À l'intérieur se trouvaient des vers gravés de dessins et des plaques métalliques portant des inscriptions qui, au lieu de prières, contenaient des moqueries. Quelqu'un avait préparé un spectacle sur la place qui devait humilier le conseil et le temple, puis désigner les simples marchands comme responsables. Martin prit cela comme une raison d'être encore plus sévère. Il exigea que les bouffons disparaissent et que les chanteurs se taisent jusqu'à ce que les anciens annoncent un autre ordre. Lucas nota cette exigence et, pour la première fois, ajouta de sa propre main une ligne indiquant que les anciens statuts de la place, gravés dans la pierre près de la fontaine, ne correspondaient pas aux coutumes actuelles et devaient être mis à jour. Il n'était pas courageux, mais il comprit que s'il ne proposait pas une nouvelle clarté, la place serait régie par la peur et le profit. Cette nuit-là, Iva retourna près de la plaque, près de la fontaine. Elle passa son doigt sur les lettres et tenta de les relier à ce qu'elle avait vu pendant la journée. Un vieil homme, son bâton à la main, s'arrêta près d'elle. Il dit que lorsqu'il était enfant, un moine d'un monastère de montagne lui avait appris à lire et que la pierre disait des choses simples, qu'on pouvait faire du commerce sur la place jusqu'à la cloche du soir, qu'on pouvait chanter les louanges du travail et non des mots, qu'il était interdit d'insulter les honnêtes gens, que le jeu de dés n'était autorisé que près du mur derrière lequel on ne voyait pas le temple. Iva lui demanda de répéter. Le vieil homme répéta lentement, comme s'il avait peur de se tromper. La jeune fille comprit qu'elle détenait la clé. Elle savait que Martin s'obstinait et que Lucas cherchait un soutien.
Elle décida de leur transmettre les paroles de la pierre. La matinée était froide. Lucas rencontra Eva près de la fontaine. Elle lui rapporta les paroles du vieil homme au sujet de la pierre et ajouta qu'elle pouvait montrer les traces des anciennes lettres sur les lignes effacées. Lucas écouta attentivement. Il dit qu'un tel soutien aiderait à apaiser une partie des tensions, mais que le reste nécessiterait de nouvelles règles dans la continuité des anciennes. À ce moment-là, une femme vêtue d'un manteau gris se tenait dans l'ombre d'une colonne, le visage couvert d'un voile. Elle suivait la conversation, mais ne se trahissait en rien. Seul Juan la remarqua. Le bailli Martin rassembla les gens et annonça que désormais, toute moquerie sur la place serait punie du fouet. La foule poussa un cri. C'est alors que la veuve Agatha s'avança vers la fontaine, accompagnée d'Iva, de Lucas et du vieux sonneur de cloche. Ils parlèrent des inscriptions, en racontèrent la signification et demandèrent que les anciens mots servent de référence pour les nouveaux. Martin écouta, mais resta inflexible. Il répéta que le rire et la danse engendraient la débauche. C'est alors que le bouffon Juan leva soudain la tête et déclara sans plaisanter qu'il avait entendu Martin à plusieurs reprises et qu'il se souvenait de ses paroles. Il rappela que, au printemps, le préfet avait déclaré qu'il ne voulait pas que les anciens troubles se reproduisent dans la ville lorsque la foule, sous couvert de bienséance, avait saccagé les échoppes des étrangers. Juan a raconté comment Martin avait promis de préserver la vérité, même si elle dérangeait les guildes. Les gens se sont mis à chuchoter. Juan, que l'on considérait comme un imbécile, s'est avéré être un homme à la mémoire précise. La conversation a pris une autre tournure. Ce fut le premier revirement. Celui qui était sous-estimé est devenu un pilier. À ce moment-là, la femme voilée apparut près de la fontaine. Elle fit savoir par l'intermédiaire de Luc qu'elle était prête à payer le nettoyage de la place et la réparation du poteau d'affichage si le conseil acceptait d'enregistrer les nouvelles règles ouvertement, sous les yeux de tous, en s'appuyant sur la pierre et le bon sens. Elle a ajouté que le conseil devrait interdire les injures et autoriser les chants jusqu'à la cloche du soir, et que les bouffons de la foire devraient se produire sur un côté séparé de la place, loin du temple. Sa voix était calme. Les gens se regardèrent. Martin répondit que l'argent n'était pas un argument, mais que si le conseil acceptait et que l'Église ne s'y opposait pas, il accepterait un ordre dans lequel le bruit ne serait pas considéré comme une insulte. Le lendemain, Lucas commença à rédiger un nouveau règlement. Il parcourut la place, demanda aux guildes et aux pèlerins ce dont ils avaient besoin pour commercer et prier en toute tranquillité. Les anciens froncèrent les sourcils, mais voyaient que la tension diminuait. Seul le maître Vincent restait silencieux et marquait des repères sur des morceaux de tissu. Son silence était velouté et collant, comme du drap humide. À midi, l'inquiétude refit surface. Sous un banc près des marches du temple, on trouva un rouleau contenant des phrases obscènes signées du nom de João. Le bouffon pâlit. On l'emmena dans la cave du bureau. La foule se mit à murmurer. Quelqu'un murmura que le héros méconnu s'était finalement révélé être un vulgaire. Iva se souvint du fil rouge sur la corde du panier et demanda à Martin de lui permettre de jeter un œil au rouleau. Elle vit que le nœud sur le ruban était identique à celui des sacs de tissu de Vincent. Elle dit qu'il s'agissait du même nœud. Martin balaya ses propos d'un revers de main, affirmant que le nœud ne prouvait rien. Il ordonna que João soit préparé pour être puni le lendemain. La nuit même, Iva retourna à la cuisinière et aperçut Martin. Le policier se tenait dans la pénombre, s'agrippant au rebord en pierre, comme à une rampe au bord de l'eau. Iva vit qu'il portait autour du cou une petite plaque en bois sur laquelle était gravé un signe, identique à celui qui figurait sur le vieux ruban avec lequel Agatha attachait les cheveux d'Iva quand elle était toute petite. La fillette demanda à la veuve d'où venait ce ruban. Agatha soupira et raconta une vieille histoire. Un jour, une inconnue était venue la voir, lui avait laissé un bébé
et un ruban en lui demandant de les garder. Elle avait dit que le père de l'enfant servait dans la ville, qu'il avait un signe sur une plaque, sculpté par un artisan de la montagne du monastère. Iva comprit que le signe de Martin était le même. Elle resta silencieuse jusqu'à l'aube, puis elle alla voir Lucas. Après avoir examiné la plaque de Martin et le ruban d'Iva, Lucas comprit qu'il y avait un lien entre eux. Il dit qu'il ne connaissait pas toute la vérité, mais qu'il voyait là un lien familial qui s'étendait à travers les années. Ce fut le deuxième tournant. La parenté cachée devint visible, même si personne ne l'avait encore exprimée à haute voix. Le jour de l'exécution approchait. Sur la place, on installait des poteaux et on tendait des cordes. Les gens détournèrent les yeux, car toute exécution est une épreuve, et pas seulement pour le condamné. La veuve Agatha amena Martin à la fontaine et lui demanda d'écouter Iva. Lucas se tenait à côté et tenait un rouleau contenant les nouvelles règles. Soudain, une femme voilée sortit de la foule. Elle dit qu'elle ne pouvait retirer son voile que sur la place et uniquement en présence de témoins, car son nom était lié à la ville. Elle leva son voile. Les gens virent des traits sévères et un cercle d'argent dans ses cheveux, comme ceux que portaient les sœurs d'une ancienne lignée de chevaliers. Elle se présenta comme la sœur de Sœur Roland, celui-là même qui avait autrefois sauvé la ville des brigands et avait disparu lors d'une longue campagne. Elle annonça que son frère lui avait laissé une partie de son argent et une lettre dans laquelle il lui demandait, si elle le souhaitait, d'aider les villes qui manquaient de règles claires et d'eau potable. Elle ajouta qu'elle avait été mariée à un tisserand d'une ville voisine et qu'elle connaissait le prix du pouvoir des guildes. Son apparition marqua un troisième tournant. Un bienfaiteur inattendu était intervenu ouvertement, faisant passer la conversation du niveau de la peur à celui de l'ordre et de l'honneur. Elle demanda à Lucas de lire à haute voix des extraits du nouveau code, puis invita Joan d'un geste. Elle dit à Martin que le bouffon avait mémorisé non seulement les moqueries, mais aussi les vœux que les guildes avaient prononcés sur la place, et demanda à lui donner la parole. Martin accepta, invoquant l'honneur de la famille de la femme. Joan s'avança et répéta le serment des tisserands datant de 5 ans. Il prononça les lignes dans lesquelles le maître Vicenti promettait de respecter un silence strict les jours de fête, de ne pas profiter de la confusion de la foule à son avantage et de ne pas insulter la femme d'autrui par des chansons. La foule se mit à murmurer. Quelqu'un se souvint du fil rouge. Quelqu'un se souvint du sac et du nœud. Lucas se tourna vers Vicenti et lui demanda s'il était prêt à confirmer son serment. Celui-ci répondit qu'il n'était pas tenu de répondre à un bavard. Alors, Iva leva le ruban et demanda au maître de montrer ses nœuds préférés. Il essaya de détourner le regard, mais ses élèves chuchotaient déjà, car le nœud sur le rouleau était leur marque de fabrique. La place se figea. Le policier Martin fit un pas en avant et dit que tout cela ressemblait à une querelle d'enfants, mais que le nœud reconnaissable, le rouleau sous les marches du temple et le fil rouge sur le panier formaient une chaîne. Il ajouta qu'il pouvait se tromper, mais que le mensonge était trop précipité. Il regarda Eva comme s'il la voyait pour la première fois. Elle se tenait debout, serrant le ruban contre sa poitrine. À ce moment-là, la veuve Agatha se décida et raconta ce qu'elle cachait depuis des années. Elle dit qu'Iva lui avait été amenée alors qu'elle était bébé et que l'enfant avait ce même ruban. Elle ajouta que le signe sur le ruban correspondait à celui sur la tablette de Martin. La foule poussa un soupir. C'était le 4e revirement. La parenté cachée était désormais évidente. Martin vacilla, comme si le coup était venu à un moment inopportun, puis dit doucement que si c'était vrai, il se jugeait lui-même, car il avait failli punir un innocent sous les yeux de sa propre famille. Il ne pleura pas, il rangea simplement son fouet et demanda à Lucas de continuer à lire le code, afin que la ville ait sous les yeux des mots clairs et non les passions d'autrui. Lucas lut que le commerce était autorisé sur la place jusqu'à la cloche du soir, après quoi les étals devaient être rangés
afin de ne pas troubler le silence nocturne. Il lut que les chants et les spectacles étaient autorisés du côté est, loin des marches du temple, à condition qu'ils ne contiennent pas d'insultes à l'égard des citoyens vivants ou décédés. Il a énoncé la règle selon laquelle les différends entre les guildes doivent être portés devant une estrade en bois sous la surveillance de 2 scribes et d'un témoin parmi les pèlerins, afin que le regard étranger préserve l'honneur de toute injustice. Il a ajouté un point stipulant qu'il est interdit de crier et de se bousculer près de la fontaine, car l'eau est un bien commun. Les gens acquiesçaient. Le vieux sonneur de cloche était assis près de la pierre et souriait. Il était important pour lui que la mémoire de la pierre ne soit pas oubliée. Juan était assis à côté et répétait doucement les mots pour les mémoriser. Maître Vincent écoutait tout cela avec un visage impassible. Lorsque le mot arriva au point interdisant les feuilles injurieuses, il leva brusquement la main et dit que la conscience n'avait pas besoin de papier. Il ajouta que toutes ces règles avaient été inventées par des lâches qui avaient peur des rires bruyants, alors que le rire, comme on le sait, purifie. Il prononça ces mots si fort que la place résonna d'un grondement. Alors, la femme voilée, désormais sans voile, raconta calmement qu'un tel rire avait privé son mari de sa place dans la guilde et avait couvert leur maison de honte lorsque des tracts contenant des propos obscènes, sans aucun rapport avec la vérité, avaient été jetés sur le marché. Elle a dit qu'elle avait vu le rire se transformer en arme. Son calme était plus fort que les cris. Les gens ont commencé à parler autrement. Et pourtant, la clarté immédiate ne vint pas. Pendant la nuit, quelqu'un avait de nouveau étalé des feuilles sur la place, et sur le lampadaire à l'entrée de la boutique d'Agatha, il avait accroché une figurine dans une posture moqueuse. Iva se leva avant l'aube, prit un balai et alla balayer le papier. Johan la suivait, ramassait les feuilles et les mettait dans un panier. Il disait que si on laissait tout cela traîner, à midi, les gens ne feraient plus la différence entre le propre et le sale. Il répétait que les oreilles s'habituent vite à tout et qu'ensuite, les ennuis commencent. Vers midi, le frère aîné d'un des apprentis tisserands est arrivé au bureau. Il tremblait et racontait qu'il était sorti la nuit vers les ateliers et avait vu Vincent et plusieurs personnes sortir des sacs. Il a dit qu'ils se disputaient sur la manière de glisser les rouleaux sous les marches du temple, qui devait jouer le rôle du spectateur indigné et qui devait aller prévenir le policier qu'il avait vu le bouffon distribuer les feuilles. Lucas a noté ces paroles et lui a demandé des détails. Le jeune homme a dit que le nœud sur les sacs était le même, avec du fil rouge. Il a dit qu'il avait peur, mais qu'il ne pouvait plus se taire. On aurait pu le considérer comme un lâche, mais à ce moment-là, il est devenu plus courageux que beaucoup d'autres. Lucas alla voir Martin et exigea une perquisition. Martin acquiesça et ils se rendirent ensemble aux ateliers. À la porte, ils furent accueillis par les apprentis, mais ceux-ci n'osèrent pas leur barrer le passage. À l'intérieur, derrière des piles de tissus, ils trouvèrent de nouveaux rouleaux, des plaques de fer et des figurines. Martin regarda tout cela sans joie. Il dit qu'il parlait en tant qu'homme et non en tant qu'officier. Il était plus facile pour eux tous de mettre de l'ordre à coups de fouet que de travailler à la clarté, et il laissait ainsi le champ libre à Vicentia. Il reconnut son erreur. Puis, il ordonna de ligoter le maître afin qu'il comparaisse devant le conseil. La ville se préparait pour le procès. La place fut barrée. Une estrade fut installée. Lucas monta sur l'estrade avec la nouvelle voûte, la bienfaitrice, le vieil homme qui sonnait les cloches et le pèlerin, un voyageur au regard pur qui fut choisi comme troisième témoin. Juan se tenait à côté des marches de l'estrade. En bas, parmi la foule, se tenait la veuve Agatha, tenant la main d'Iva. Martin fit sortir Vincent et annonça que l'affaire ne concernait ni le blasphème, ni la liberté de rire, mais l'abus de la parole comme arme, le remplacement de la décence par la ruse, la tentative de diriger la ville
par la peur et la joie malsaine. Il montra les cordes avec le fil rouge, les rouleaux trouvés dans l'atelier et la coïncidence des nœuds. Vincent répondit que tout cela n'était que mensonge de la part de ses ennemis. Il dit que la place avait toujours été un lieu de rire et que personne n'avait jamais souffert de ces rires. Il ajouta que la guilde des tisserands nourrissait la ville et que personne n'oserait lui donner des leçons de bienséance. Yuan leva alors la main et demanda à Lucas de lui permettre de répéter les anciennes annonces. Lucas acquiesça. Yuan énuméra les vers moqueurs qui avaient été lancés pendant la nuit et les mit en parallèle avec les noms des personnes auxquelles il faisait allusion. Il montra comment ces vers correspondaient aux disputes au sein du conseil où Vincent avait exigé pour sa guilde une place près de la fontaine et une part des droits de douane sur le sel. Il ne parlait pas de manière éloquente, il se contentait d'aligner les faits les uns après les autres. La foule écoutait. C'était le moment où un homme que l'on avait l'habitude de prendre pour un plaisantin était devenu la voix de la mémoire et de la raison. La bienfaitrice leva la main et demanda la parole au pèlerin. Le pèlerin dit qu'il avait vu la même chose dans d'autres villes et que là où la décence allait de pair avec des règles claires, le marché se renforçait, tandis que là où il était soumis à la peur ou à la moquerie, tout s'effondrait. Il a ajouté qu'un regard extérieur était utile, car il n'était pas impliqué dans les comptes locaux. Ces paroles ont semblé sèches, mais elles étaient utiles. Lucas a lu la version finale du recueil. Il comprenait une règle sur le lieu des représentations, l'interdiction des injures, le silence autour du temple, la tribune pour les disputes et l'obligation pour les héros de lire le recueil à haute voix, sans fioriture, le premier jour de la semaine. Il ajouta un point stipulant que le fait de jeter des feuilles avec des noms serait puni par des travaux forcés. Le coupable devrait nettoyer la place près de la fontaine à l'aube pendant 3 jours, pendant que les gens se rendaient au marché. Ce point n'était pas né de la malveillance, mais du bon sens. Celui qui pollue avec des mots doit nettoyer la pierre. Le conseil a accepté. Le temple n'a pas protesté. La place a poussé un soupir de soulagement. Vikentia a été reconnu coupable d'abus de parole et de dépôt secret. Il a été puni par le travail et privé de son siège au conseil de la guilde pendant 1 an. Ses élèves ont obtenu le droit de rester dans les ateliers sous la direction d'un autre maître. C'était important, punir le responsable et préserver le travail. Après le procès, la bienfaitrice s'est approchée de Martin et d'Iva. Elle a dit que la ville aurait de l'eau propre. Grâce à ces fonds, la fontaine serait réparée. Elle a demandé que de nouvelles lignes soient gravées sur la pierre à côté, non pas pour remplacer l'ancienne, mais pour la compléter. Iva promit d'aider à choisir les mots. Elle demanda qu'un petit symbole en forme de feuille soit gravé à côté, en l'honneur de ceux qui avaient nettoyé la place. Martin accepta. Il sortit la petite plaque qu'il portait autour du cou et dit qu'il ne pouvait plus la garder secrète. Il reconnut Iva comme sa famille. La foule ne s'écria pas comme devant un miracle. Les gens se contentèrent d'acquiescer. Chacun avait ses propres nœuds, et certains voyaient pour la première fois comment les défaire sans crier. Il y avait moins de bruit. Les musiciens furent conduits du côté est. Les jongleurs se produisirent jusqu'à la cloche du soir. Les héros lurent le recueil sans fioriture. Le bouffon Joanne se tenait à côté et murmurait au bon moment les mots oubliés pour que le texte sonne juste. Lucas continua son travail. Il veillait à ce que l'écrit ne prenne pas le pas sur le vivant. Il voyait comment le recueil se dépassait lui-même, comment, un jour, les pèlerins avaient demandé l'autorisation de chanter des psaumes de louange près de la fontaine pendant la fête, et comment le conseil avait donné son accord à condition que le commerce s'arrête pendant 1 heure. Il notait les changements et ajoutait des annotations dans les marges. Les règles naissent du consentement et non de la peur. Un peu de temps s'écoula. Les gens s'habituèrent à l'aide apportée dans les disputes.
Parfois, il y avait du bruit, mais celui-ci se propageait sur les bords de la voûte, sans perturber le centre. La veuve Agathe accrochait des bouquets d'herbes au-dessus de l'entrée, et personne ne craignait plus que son étal soit qualifié d'indécent. Le vieux sonneur de cloche conduisait les garçons vers la pierre et leur enseignait non pas des mots, mais le sens. La décence n'est pas l'interdiction de la joie, ni l'autorisation de la saleté. C'est une frontière qui aide à vivre ensemble. Johann commença parfois à sourire. Il était toujours avare de mots, mais ceux qu'il prononçait étaient devenus en eux-mêmes un signe de décence, rien de superflu. Un jour, des chevaliers, qui n'étaient maintes pas venus depuis longtemps, arrivèrent dans la ville. Ils amenèrent des gens venus de loin, et la place fut à nouveau assourdie par les cris et les rires. Vers le soir, l'un des chevaliers s'arrêta près de la pierre, lut les nouvelles lignes et dit que la ville avait une bonne mémoire. Ces paroles furent transmises à Lucas. Lucas pensa que la mémoire de la place n'était pas le silence de la pierre, mais l'entrelacement de nombreux pas et de nombreuses voix. Il se souvint du panier, du fil rouge, du sac, des nœuds, des rires hypocrites et du travail silencieux. Puis il nota dans la marge une dernière remarque. La voûte fonctionne tant que les gens la soutiennent par leurs actions. Si la voûte reste sur le papier, l'humidité la rongera. C'est pourquoi, chaque matin, quelqu'un doit balayer la place avant que le commerce et les spectacles ne commencent, et quelqu'un doit lire le texte avant que les rires ne deviennent trop forts. Le soir, les mêmes personnes se sont rassemblées près de la fontaine. La bienfaitrice sans voile, Martin, Iva, la veuve Agatha, le vieux sonneur de cloche, Lucas et Chouan. Ils n'ont pas organisé de fête. Ils se sont simplement tenus debout et ont regardé l'eau qui coulait doucement et silencieusement. Chacun avait son rôle, et chaque rôle faisait désormais partie des convenances de la ville. Martin ne tenait plus le fouet avant le premier mot. Iva ne cachait plus son ruban. La bienfaitrice ne cachait plus son visage. Juan n'avait plus peur de ses mots. Lucas n'avait plus peur de corriger ce qui était écrit. La place était toujours la même, mais elle était devenue un peu plus solide. Après une période que l'on pourrait qualifier de calme commercial, de nouvelles personnes montèrent sur l'estrade. Elles discutèrent du prix du sel, du calendrier des fêtes, de la procédure de révision des balances. Le bouffon se tenait à côté et acquiesçait lorsqu'il entendait des mots justes. La veuve Agathe s'occupait à nouveau des herbes et apprit à Eva à préparer une décoction pour la gorge des crieurs publics. Le vieux sonneur de cloche passa le relais à un autre. La bienfaitrice partit pour la ville voisine. Avant son départ, elle laissa une lettre dans laquelle elle demandait de ne pas oublier pourquoi tout cela avait commencé. Non pas pour le silence du silence, mais pour la justice sans honte. Depuis lors, il y avait encore des disputes et même des bagarres sur la place, mais les gens pouvaient les apaiser, car chacun avait désormais sa propre responsabilité. Si quelqu'un essayait à nouveau de jeter une feuille sale avec un nom, on le voyait le lendemain matin avec un balai près de la fontaine. Si quelqu'un essayait de se cacher derrière un rire alors que ses paroles étaient méchantes, on lui demandait de monter sur l'estrade et d'écouter le son de l'arcade jusqu'à ce qu'il comprenne qu'un rire sans mesure est aussi une forme de violence. Si quelqu'un oubliait que la décence était une limite commune, on lui rappelait les anciens vers gravés dans la pierre et les nouveaux vers de l'arc, et personne ne criait. C'est ainsi que les règles changeaient, non pas par le feu et le fouet, mais par le travail et la clarté. Quand Lucas a vieilli, il a laissé une dernière note dans les marges. La bienséance de la place ressemble à une ligature sur un ruban. On ne peut pas l'imposer comme un fouet, on ne peut pas l'enlever comme un chapeau, on ne peut que l'intégrer dans chaque jour. Il comprenait que cette ligature tenait grâce à ceux qui n'étaient même pas écoutés auparavant. Il se souvint d'Iva, qui avait appris à lire la pierre sans professeur, et comprit que le talent venant d'en bas changeait l'ordre non pas par des cris, mais par la précision. Il se souvint de Joao,
qui avait sorti la ville de la peur nocturne grâce à sa mémoire. Il se souvint de la bienfaitrice qui avait investi son argent dans le travail et non dans la vantardise. Il se souvint de la parenté cachée qui avait empêché le fouet de s'abattre sur l'innocent. Tous ces nœuds et ces lignes formèrent un nouveau dessin, et ce dessin devint non pas une décoration, mais une mesure. Les vieilles dalles près de la fontaine brillaient parfois dans le crépuscule, comme si l'eau y pulsait. Les gens passaient, murmuraient leurs soucis, et ne remarquaient pas qu'en contournant la pierre, ils répétaient à chaque fois un ancien itinéraire. La place ne faisait plus semblant de ne rien savoir. Elle savait qu'on pouvait y faire du commerce et chanter jusqu'à la cloche du soir, qu'il ne fallait pas jeter de feuilles sales avec des noms, qu'il fallait porter les disputes sur l'estrade, qu'il fallait préserver l'eau. Elle savait que la bienséance n'était pas l'interdiction de rire ni l'autorisation d'humilier, mais une simple règle, ne pas faire à autrui ce dont on aurait honte devant ses voisins. Elle savait que les règles changent avec le temps, mais qu'elles changent là où les gens sont prêts à en assumer la responsabilité. C'est ainsi que dans cette ville, au cours de ces années qui seront appelées les années de pluie et de dispute, une nouvelle habitude est née. Les gens ont cessé d'attendre que l'on leur dise comment vivre. Ils ont eux-mêmes écrit et lu à haute voix les règles de leur place. Et lorsque des étrangers venaient sur la place, ils ne voyaient ni sévérité ni débauche, mais un ordre honnête. Et ceux qui riaient fort et méchamment repartaient les mains vides, tandis que ceux qui apportaient du travail et de l'eau potable restaient et s'intégraient au motif. C'était là la justice finale. Personne n'avait gagné d'un seul coup, mais chacun avait trouvé sa place, et ceux qui voulaient régner par la peur avaient perdu leur pouvoir. Ceux qui étaient sous-estimés ont été entendus, ceux qui cachaient leur parenté se sont retrouvés. La place a vécu cette leçon, et la pierre s'en est souvenue. La bienséance n'est pas un masque de pierre, mais un contrat vivant, où toute surprise est visible à l'avance pour celui qui ne se lasse pas de regarder les détails.